Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 4 juin et c'est parti pour 4 jours de Grand Prix à Monaco. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous débuterons avec Charles Leclerc, il nous a accordé un entretien, vous allez l'entendre, le Monégasque veut évidemment remporter à nouveau un Grand Prix chez lui. Pendant le Grand Prix, le dispositif de sécurité est renforcé. La Croix-Rouge monégasque est aidée par des délégations d'autres pays, comme vous allez pouvoir le constater dans quelques instants. Retour sur le traditionnel match de foot caritatif qui précède le Grand Prix, où pilotes, personnalités et anciennes gloires du football se retrouvent sur la pelouse du Stade Louis II. Cette année, les Barbadians l'ont emporté 6-2. En basket, la Roca Team s'est inclinée hier face à Nanterre lors du deuxième match de demi-finale. Nous en sommes donc à une victoire partout. Pauline Ducruet nous présentera Pole Position, la marque de maillot de bain de la princesse Stéphanie dans les années 80 qu'elle vient de reprendre. Pauline Ducruet nous présentera par la même occasion son chien Mala qui était avec nous sur le plateau. Et enfin, nous vous ferons vivre les célébrations de la Fête Dieu, une édition cette année avancée la veille, Grand Prix oblige. Il est soutenu par toute une population, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 2024. Il roule dans une voiture rouge à cheval cabré. Le quiz n'est pas très compliqué. Vous avez probablement compris que je parlais de Charles Leclerc. Eh bien, avant de rentrer dans son baquet pour les premiers essais libres, il est avec nous pour débuter ce journal. Cet entretien a été enregistré au restaurant Le Marius sur le quai Antoine Ier. On regarde. Charles Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà pour commencer, comment allez-vous ? Comment allez-vous à quelques heures comme ça du Grand Prix ? Extrêmement excité. C'est vrai que c'est un Grand Prix qui est spécial pour tous les pilotes, mais pour moi particulièrement, sachant que je suis né ici. Donc non, j'ai hâte d'être en piste et en espérant essayer de reproduire ce qu'on a réussi à faire en 2024. Alors pour commencer aussi cet entretien, j'aimerais bien que vous vous excusiez auprès des téléspectateurs, parce qu'il y a 2 ans, je crois que vous avez fait pleurer absolument toute une population. Vous en avez notion de ça ? Oui, c'est vrai que quand je parle, surtout quand j'ai parlé avec mes amis, ma famille et les Monégasques qui m'ont arrêté à Monaco après cette victoire-là, ils m'ont tous dit qu'ils étaient extrêmement émus et c'est vrai que ça a été... ça reste l'un des moments les plus beaux de ma vie et de savoir qu'on était tous dans le même état d'esprit et que j'avais autant de soutien, c'était vraiment, vraiment beau et ça me motive d'autant plus pour essayer de reproduire ça cette année. Oui, parce que ça a dû vous libérer, j'imagine, parce qu'on parlait même, et ça devait être extrêmement pénible, tous les journalistes, et j'en faisais partie des fois, je suis désolé, mais on parlait de malédiction. Ça a dû vous libérer, cette victoire ? Écoutez, pour être honnête, je réfléchissais pas et ça m'a pas forcément énormément affecté ce qui se passait autour. Parce que j'arrivais à Monaco chaque année avec toujours la même excitation, avec toujours la même motivation. C'est un circuit que j'adore, c'est là où j'ai grandi. Donc il y a juste un sentiment du lundi avant le Grand Prix jusqu'au dimanche qui fait qu'on oublie un petit peu les années précédentes et qu'on se concentre seulement sur cette année-là. Et on n'a juste qu'une envie, c'est de descendre en piste et ça se passait plutôt bien. En plus, on était toujours rapide. Donc, j'étais pas forcément affecté par ce qui se disait ou ce qui se passait autour, comme ça peut être le cas sur d'autres Grands Prix des fois. C'est vrai que quand il y a un discours récurrent par les médias, etc., en tant que pilote, on n'est pas complètement hermétique à ce qui se passe à l'extérieur. Mais à Monaco, j'ai de la chance pour ça parce que c'est vrai que je ressentais pas forcément cette pression. Après, une fois passé la ligne d'arrivée, c'est vrai que les émotions, j'ai jamais été aussi ému de toute ma vie pour un moment sportif à n'importe quel moment de ma carrière. Donc, je pense que peut-être intérieurement, il y avait cette forme de libération, mais ce n'est pas quelque chose auquel je pensais tous les jours. Alors je voudrais que l'on parle de cette nouvelle saison. Comment est-ce que vous la trouvez, cette saison, avec ces évolutions de voitures parce que ça a quand même complètement changé cette année. Ça a complètement changé et ça a changé aussi même des principes que j'ai appris depuis que j'ai commencé le karting il y a 3 ans et demi. Et il y a des choses que j'ai dû changer parce que ces réglementations sont uniques et très différentes à ce qu'on avait dans le passé, notamment avec plus à du jeu vidéo ou presque, non ? Non, j'irai pas jusque-là. Après, c'est vrai qu'on a des moteurs maintenant où 50% de la puissance du moteur vient d'un moteur électrique. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette notion d'essayer de garder la batterie, donc on doit aller le plus rapide possible dans les virages, mais par contre ensuite il faut aussi savoir garder sa batterie et surtout en course, mais aussi un petit peu en qualif maintenant.
La partie qualif me dérange un petit peu, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas ultra fan de ces voitures-là en qualification. En course, ça ne change pas énormément comparé à avant et au contraire, je trouve que ça rajoute un peu de dépassement et ça, c'est bon pour le sport. Mais en qualif, je sais que la FIA travaille à ce qu'il y ait des modifications pour qu'on puisse pousser ces voitures à 100%. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à Monaco, on pourra pousser à 100% parce qu'il y a beaucoup de virages, donc on recharge les batteries assez fréquemment pour pousser à 100% en qualif. Et ça, c'est ce que j'aime. Oui, justement, parce que là, les Mercedes sont en tête au championnat. Elles ont une petite longueur d'avance. Mais j'ai cru comprendre que le Grand Prix de Monaco était plutôt favorable aux voitures Ferrari, pas mal de virages. C'est favorable pour vous, vous pensez ? Alors, je pense que c'est plus favorable pour nous, mais je pense aussi que que le team à battre restera quand même les Mercedes parce qu'ils ont un assez gros avantage depuis le début de l'année. Ça m'étonnerait que ça disparaisse comme ça d'un week-end à l'autre. Après, c'est vrai qu'on a un déficit niveau puissance moteur qu'on connaît et sur lequel on est en train de travailler. Et à Monaco, c'est moins important la puissance moteur. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de teams nous attendent un petit peu au tournant en se disant qu'on aura peut-être un peu plus de performance ce week-end. Et je pense que ce sera le cas. Après, je ne pense pas que ce sera un week-end facile pour nous. Premier, deuxième, ce serait trop facile. Nous l'avons appris donc hier. Vous avez été reconduit auprès de Ferrari. Votre réaction, tout simplement ? Non, je suis extrêmement content. Ça a toujours été un rêve depuis tout petit. Je me rappelle des premiers souvenirs que j'ai à Monaco, c'est pendant le Grand Prix où je jouais avec les petites voitures et j'étais à fond derrière la voiture rouge qui était celle de Michael Schumacher à l'époque. Et aujourd'hui, de pouvoir piloter pour ce team, c'est un rêve. Il y a Fred en plus ça, Vasseur, qui gère la Scuderia maintenant depuis quelques années. J'ai une relation unique avec Fred et je suis à fond derrière lui et je suis persuadé que c'est la personne qui ramènera Ferrari au top. Donc pour ces raisons-là, c'était naturel de continuer ensemble. Dernière chose, vous avez la caméra qui est ici, vous avez le mot de la fin, vous dites ce que vous voulez aux téléspectateurs qui vous soutiennent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces téléspectateurs ? Tout simplement un énorme merci pour tout le soutien que vous me donnez. C'est vrai que cette semaine à Monaco est toujours unique pour moi. J'ai reçu plein de vidéos d'enfants dans les écoles, de personnes qui m'envoient leur soutien et je vous assure que ça fait chaud au cœur et ça me donne encore plus envie de regagner ce dimanche. Donc merci beaucoup du soutien et on fera tout pour remettre le drapeau monégasque sur la plus haute marche du podium dimanche. Merci. Écoutez, on croise les doigts. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Charles Leclerc qui était hier au soir au Nikki Beach, le rooftop du Fairmont pour la soirée APM Monaco, en présence également de Paul Pogba et Baptiste Giabiconi. Baptiste que nous avons reçu hier en invité du JT, une soirée qui célébrait la collection estivale Un été à Monaco. Toujours dans l'ambiance Grand Prix, il faut savoir que le dispositif de sécurité est renforcé. La Croix-Rouge monégasque est positionnée à différents endroits du circuit, mais pour être en effectif suffisant, des délégations d'autres pays viennent agrandir l'équipe. Et pour coordonner ces nombreux bénévoles, le moment du briefing est primordial. Reportage signé Alban Gingembre, Jean-Alexandre Dordet et Sylvain Péroumal. Qui dit Grand Prix dit grand dispositif de sécurité. Face à l'événement le plus important de l'année, des délégations étrangères de la Croix-Rouge viennent en renfort en principauté. Et pour coordonner ces 270 bénévoles, l'heure est au briefing. On va gérer dans la grande majorité des cas des petits bobos, des malaises légers, éventuellement des coups de chaud parce qu'il risque de faire chaud. Les secouristes, ils sont répartis sur l'ensemble des lieux où le public va être présent pendant ces 4 jours de compétition. Par équipe. Chaque chef d'équipe est un membre de la Croix-Rouge monégasque, un membre aguerri. Plus tôt dans la journée, les délégations passent une par un briefing plus personnalisé. Ici, l'Allemagne prend connaissance des dernières formalités. Quand vous arrivez en piste, que vous êtes en position au complet, avec le matériel, vous le dites au PC. Le Luxembourg récupère sa radio. Tu as la batterie qui est là, qui a été chargée. Et la Suisse écoute les dernières consignes. Toute la partie fan zone qui est aussi là, c'est la place du marché, qui est actuellement en place du marché, c'est une fan zone. Donc du coup, vous couvrez cette partie-là. Ce qui est important, c'est surtout de savoir où est-ce qu'on va pouvoir être placé en poste, où est-ce qu'on va devoir être, quelles vont être nos zones d'intervention. Et comme effectivement c'est une première pour moi, c'est important de reconnaître les zones et pour ne pas avoir à nous perdre au moment
fatidique. Avec une expérience de 20 ans, c'est quelque chose connu, mais il y a possible d'imprévu. Regarder les spectateurs, écouter le radio, c'est plus important de former une équipe intégrée. Le briefing est alors complet, les épreuves du Grand Prix peuvent commencer en toute sécurité. C'est la tradition chaque année en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Mercredi après-midi, le Stade Louis II accueillait un match de football caritatif entre les Barbagians de Monaco et la National Piloti. Une rencontre pour la bonne cause remportée 6-2 par les Barbagians. Le reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. Un stade iconique, le Louis II, et sur la pelouse, des grands noms de différents horizons, tous réunis pour la bonne cause. Mercredi après-midi, les gradins étaient bien pleins pour assister à la Racing Stars Football Cup, la traditionnelle rencontre de foot caritative en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, opposant les Barbagians à la Nazionale Piloti. Sur la pelouse, des pilotes de Formule 1 en activité comme Pierre Gasly, Isaac Hadjar ou Carlos Sainz, d'anciennes gloires du foot comme Ronaldinho, l'attraction de cette année, Clarence Seedorf et Leonardo Bonucci, ou les légendes de l'AS Monaco, les Giuli, JV, Schilacci ou Valère Germain. Ajoutez à cela les humoristes Paul de Saint-Cernin et Paul Mirabel et des influenceurs comme Thibaut InShape ou ton pote Gillian. Après demi-temps de 40 minutes, les Barbagians l'emportent nettement 6-2. Aujourd'hui, ce que je retiens, jouer au foot avec Ronaldinho, ça c'était clairement pas quelque chose que je pensais faire dans ma vie. Et au final, non, c'est impressionnant, un des plus grands footballeurs du monde entier. Et voilà, de se retrouver dans un stade aussi iconique que le stade Louis II avec Ronaldinho, c'était quand même un moment très très magique. C'était vraiment un bon moment de déjà refouler cette pelouse et bien sûr de jouer avec Ronaldinho, bien sûr, d'affronter les pilotes de F1. C'était vraiment un moment très sympa et encore une belle victoire des Barbas. 2 matchs pour moi, 2 victoires, donc je suis ravi. On est là, il faut soutenir, on essaie. Petit à petit, ça devient de plus en plus dur, je ne le cache pas, mais on essaie de donner du plaisir aux gens qui viennent, voilà, et pour la bonne cause, on est toujours là. Une grande satisfaction, voilà, c'était un super événement, un super moment passé sur le terrain et voilà, avec beaucoup de monde dans le public et du beau monde sur le terrain qui ont joué le jeu jusqu'au bout, donc franchement c'est une très belle édition. La présence de Ronaldinho, sacré cadeau aussi pour le public qui est venu là. Bah oui, on essaie chaque année d'attirer le plus de monde possible avec des grosses stars et c'est vrai que Ronaldinho, je pense qu'on a touché un des monuments du monde du football, donc on est ravis de l'avoir eu sur le terrain et on espère qu'il reviendra. Les fonds récoltés lors de ce match caritatif seront reversés à Mercy Ships, une organisation humanitaire qui prodigue des soins chirurgicaux gratuits en Afrique, et à l'association Les Soins de l'Espoir, engagée auprès d'enfants et d'adultes défavorisés en Asie du Sud-Est. Vous l'avez entendu, Carlos Sainz, Pierre Gasly et Isaac Hadjar ont participé à ce match de foot caritatif. Ils étaient dans la même équipe, mais ils seront à nouveau concurrents pour le Grand Prix, retransmis en direct sur Monaco Info. Vous avez peut-être même déjà suivi cette journée de jeudi sur notre chaîne. Et ça sera la même chose ce vendredi dès 11h05, mais également samedi dès 10h45, avec bien sûr dans la journée les qualifs de F1. Et enfin, dimanche au réveil, vous pourrez suivre toutes les courses, toujours en direct sur Monaco Info, à partir de 7h55. Les courses seront commentées, comme chaque année, par Christophe Pacaud, Frédéric Elion et Franck Phillips. En basket, Monaco, en demi-finale, s'est incliné lors du deuxième match sur son parquet mercredi soir face à Nanterre, 89-98. Nous en sommes donc à une victoire partout. L'équipe qui accédera à la finale devra remporter d'abord 3 matchs. En attendant, le résumé de la dernière rencontre avec Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. La Roca Team aurait pu faire le break hier soir sur son parquet, mais à la place, les hommes de Sergi Gladir ont laissé Nanterre égaliser dans ces demi-finales de Betclic Elite. Malgré une très bonne entame de match, grâce notamment à leur adresse à 3 points, les Monégasques ont gâché une avance de 12 points à la mi-temps et se sont fait rattraper dans le Money Time. La Roca Team a subi un 10-0 à 3 minutes de la fin et cédé le match 2 face à Nanterre. La faute notamment à une passivité extraordinaire dans la raquette qui aura coûté à Monaco 19 rebonds offensifs dans le match et n'aura pas manqué de mettre en furie le coach monégasque. Elle n'a rien analysé. 19 rebonds offensifs, 34 points sur le rebond offensif. C'est tout.
Là, rien. 16 points le dernier carton. Que ça. Quoi, on a besoin de mettre plus de points. 88, 89, non? Que ça. 36 points le dernier carton, 16 sur rebond offensif. On n'a pas d'énergie? Non, je pense pas. C'est juste le vouloir. Relâchement sur ces moments pour gagner, pour aller en Inter 2-0. On ne peut pas relâcher. Non. C'est inacceptable. Maintenant pour la Roca Team, l'objectif sera de prendre les 2 matchs à l'extérieur sur le parquet de Nanterre ou alors remporter au moins un match là-bas pour s'assurer un match 5 décisif à la maison et rejoindre la finale de Betclic Elite. Et pour cela, il faudra d'abord être présent sur le parquet de Nanterre ce samedi 17h pour le match 3. Nous la connaissions avec Alter Design, une marque qu'elle a fondée en 2019. Pauline Ducruet la veut inclusive et éco-responsable. Eh bien, elle a récemment repris la marque de sa maman, la princesse Stéphanie, Pool Position, une marque de maillots de bain et d'accessoires de plage connue dans les années 80. Pauline Ducruet est avec nous pour nous en parler en avant-première, avant le lancement officiel de la collection Pool Position. Et une autre surprise, elle n'est pas venue seule pour le plus grand plaisir de la rédaction. Elle était accompagnée de Mala, comme vous allez pouvoir le constater dans cet entretien. Pauline Ducruet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez décidé de reprendre la marque de maillot de bain de votre maman qui s'appelait Pool Position dans les années 80. D'où vous est venue cette idée? Comment ça s'est fait? J'ai toujours voulu... en fait, ma mère m'a toujours parlé de Pool Position. J'ai toujours voulu reprendre la marque. Elle m'a toujours dit qu'elle avait gardé le nom, etc. Donc c'était un projet que j'avais depuis très longtemps. J'ai voulu faire un petit peu mes armes avec ma propre marque dans un premier temps. Mais après, voilà, l'année dernière, j'ai fait une capsule collection avec Alter de maillot de bain. Et du coup, ça a enclenché un petit peu la machine. C'était naturel. Du coup, voilà, cette année, on relance Pool Position en nom propre. Alors, quelle est l'âme de cette marque très marquée des années 80, Pool Position? Quelle est l'âme de cette marque? Je pense que ma mère avait voulu créer une marque de maillot de bain différente, un petit peu plus playful, un petit peu plus marquée au niveau des couleurs, des coupes, plus innovante. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a essayé de garder dans la collection. Donc on est toujours sur des couleurs très 80, beaucoup de color blocking. Et on a repris aussi certains modèles iconiques des années 80. Donc voilà, on a essayé de... Avec une évolution quand même? Bien sûr, on a essayé de garder du coup l'esprit très féminin, très assumé des maillots des années 80, en le modernisant un tout petit peu parce que bon voilà, on est en 2026. Et vous gardez bien sûr la marque Alter Design? Oui, on continue Alter Design, ça va faire 7 ans. Donc Alter Design continue, Pool Position commence, donc voilà. Alors je vous ai demandé quelle était l'âme de Pool Position. Je vous pose la même question. Quelle est l'âme de Alter Design? Alter, on est sur une marque donc unisexe éco-responsable. Les valeurs de Alter sont vraiment l'éco-responsabilité et l'inclusivité. On a une âme aussi libre, on a une âme aussi très assumée dans le style aussi. Ça se rejoint quelque part. On aime beaucoup travailler sur l'adaptabilité du vêtement et le fait que la personne qui le porte puisse vraiment se l'approprier. On a essayé de garder aussi ça sur le maillot de bain. Donc voilà, il y a un esprit, il y a des valeurs et une âme commune avec 2 esthétiques différentes. C'est un esprit familial, c'est une grosse structure. Parce que vous ne travaillez pas seul, j'imagine. Il y a beaucoup de personnes autour de vous, c'est plutôt restreint. Comment ça se passe? On est 4. On est 4 dans l'équipe, donc ça reste une petite structure où on fait un petit peu tout, on a un petit peu toutes les casquettes tout au long de la journée, on a des casquettes différentes. Ce qui est génial du coup. Ce qui est top, parce que du coup on a vraiment une compréhension totale de ce que c'est que d'avoir deux marques maintenant. Et pourquoi la mode à la base? Est-ce que c'est votre maman qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez toujours été attiré par la mode? Pourquoi vous avez voulu vous mettre dans la mode? Je pense que j'ai toujours été une enfant très créative et je pense que ça a toujours été quelque chose qui était hyper important pour moi, c'est un moyen d'expression. Et évidemment d'avoir une maman qui était dans ce milieu-là et qui était quelqu'un de très créatif aussi, je pense qu'elle nous a éduqués dans cette liberté d'esprit-là aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et quand on me demandait quand j'étais petite à l'école, tu veux faire quoi quand tu seras plus grande, je disais toujours que je voulais avoir ma marque de vêtements. J'avais pas encore dit la marque de maillot, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui vous inspire en règle générale là, pour les collections?
c'est l'actualité, c'est des moods. Enfin, qu'est-ce qui vous inspire? Je dois dire que je suis inspirée par pas mal de choses. Votre chien, peut-être? Oui, aussi. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, j'essaie d'avoir des inspirations qui sont plutôt assez larges. Par exemple, la dernière collection, elle a été inspirée très largement de la Méditerranée, parce que j'avais fait un voyage en bateau. Donc c'est beaucoup des choses que j'ai vécues, qui m'inspirent, que je digère et qu'ensuite je retranscris dans mes collections. D'accord. Et c'est amusant, c'est la première fois que je le fais, une interview avec un chien. Mais ça déstresse au moins, ça. Ah, mais complètement, on va le faire. On va vous l'emprunter tout le temps. On va vous l'emprunter à chaque entretien. Quelle est votre actualité dans les prochains jours là? Qu'est-ce que vous allez faire autour du Grand Prix? Donc du coup, on fait le lancement de Pole Position le 4 juin. Sur un bateau lors du Grand Prix, pendant un cocktail exclusif où on dévoilera les modèles de la première collection de Pole Position. Très bien. Comment elle s'appelle? Mala, comme la plage. Pauline, merci d'avoir été avec nous. Vous. Et Mala aussi. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. La radio a sa journée mondiale chaque 13 février, mais elle a aussi sa fête organisée la première semaine de juin. C'est l'association pour la fête de la radio qui l'organise tous les ans pour valoriser les radios et faire de l'éducation aux médias qui sont en pleine mutation. Mais c'est aussi l'occasion pour les anciens du métier, vous allez le voir, de partager leurs histoires et anecdotes. C'est le cas par exemple dans le premier site de diffusion d'RMC, situé au col de la Madone, où se sont rendus ce matin Théo Schumer et Camille Caloni. Le centre Lucien Alavena, du nom de l'ancien directeur technique d'RMC, a ouvert ses portes en 1964 pour diffuser l'antenne historique d'RMC dans toute la France. C'était sa propre plateforme de diffusion. Aujourd'hui, l'antenne relaie 30 fréquences FM différentes, pas plus loin que le Var, comme Radio Topside. Une époque qui se raconte ici pour la fête de la radio organisée par l'association du même nom. C'est vraiment expliquer à monsieur tout le monde comment ça marche la radio, qu'est-ce que c'est qu'il y a, quels sont les acteurs de la radio. Parce que j'imagine, vous comme moi, quand on est en voiture et quand on écoute la radio, on ne sait pas qui diffuse. On écoute un programme, mais on ne sait pas qui est-ce qui est derrière. Eh bien voilà, c'est des structures comme ça. Dans cette structure, on trouve une riche histoire qui a traversé les époques, à commencer par la Seconde Guerre mondiale. RMC a en effet été créé en juillet 1943 et a ensuite évolué jusqu'à son départ de Monaco pour Paris en novembre 2001. Et même après, certaines émissions étaient encore enregistrées en principauté. Tout un processus que Guillaume connaît par cœur et aime à partager avec les curieux de passage. La FM, on va partir d'un studio. Là, on a un exemple de studio ici. Quelqu'un va parler, on va recevoir de l'audio national par satellite ou par quoi que ce soit, où tout va être fait sur place. De là, ça va partir au centre émetteur, qui est situé un peu plus loin, soit par faisceau, soit par fibre optique, soit par satellite. Et du centre émetteur, on va diffuser sur une antenne qui va arroser toute une ville, une région. Et ceux qui s'en souviennent aussi très bien, ce sont ceux que l'on entendait à l'antenne. Jean-Louis Filk était l'un des animateurs phares d'RMC, le dernier journaliste salarié en principauté et qui travaillait avec ce studio. Le dernier studio qui nous raccrochait à la principauté de Monaco. C'est émouvant, hein. C'est très très émouvant. Ah ben ça c'était la radio à l'ancienne, hein. C'était un truc où je décrochais, c'est-à-dire je prenais la main. Je prenais la main pour faire mon décrochage. Paris se foutait complètement de ce que je faisais, complètement. Et moi, je faisais un décrochage exclusivement sur Monaco, bien sûr, la principauté et la petite région. C'est-à-dire, ça allait de Nice Est à Menton, quoi. Et voilà, c'était ça. Et en même temps, je continuais à faire les grands reportages sportifs. Les Coupes du Monde de football, le Tour de France, j'en ai fait une petite trentaine, et etc., etc. Tout un tas de souvenirs que Jean-Louis se plaît à se remémorer avec ses amis qui l'ont accompagné en studio ou sur le terrain. Avec l'arrivée du DAB+, et de la radio filmée, très critiquée par les anciens, la radio est aujourd'hui en pleine mutation, mais nul doute que dans ce centre, son âme demeure éternelle. Et si vous souhaitez découvrir par vous-même les coulisses de ce centre historique, c'est jusqu'à samedi inclus au 5547 route du col de la Madone à Peille. À l'occasion de la journée mondiale des parents, le réseau Entre Parents a organisé ce mardi une journée dédiée à la parentalité chez Little Wonders Monaco. Ateliers pour les enfants et rencontres avec des spécialistes de la petite enfance ont rythmé cette journée placée sous le signe de l'échange. Le reportage de Christina Petit-Homel et Hugo Comaza. Des rires, des découvertes et beaucoup de partage chez Little Wonders. La journée mondiale des parents s'est articulée autour d'un thème universel,
le jeu. Tout au long de la journée, les enfants ont pu participer à des ateliers sensoriels, des lectures et différentes activités ludiques. Un choix qui souligne l'importance du jeu dans le développement des plus jeunes. Pourquoi le jeu ? Parce que le jeu, c'est un temps particulier qui permet autant aux parents qu'aux enfants de se poser, de prendre un petit temps de pause dans un quotidien assez rempli et à 1000 à l'heure. Donc un temps pour créer du lien, pour échanger des émotions, pour se retrouver. Et on a pensé que cette journée était idéale pour célébrer la parentalité autour de ce thème. Une journée qui n'était pas adressée seulement aux enfants, mais aussi aux parents. L'occasion pour eux d'échanger avec des professionnels de la petite enfance et de la parentalité. Psychomotricienne, consultante en lactation, infirmière péricultrice, sophrologue, accompagnante parentale ou encore autrice spécialisée étaient présentes pour partager leurs expertises et répondre aux interrogations des familles. Parmi les thèmes les plus souvent abordés, le sommeil des tout-petits, un sujet qui revient régulièrement dans les discussions avec les familles. Un enfant qui ne dort pas, ça va effectivement être un symptôme, et encore des fois des parents peuvent dire « mon enfant de 1 mois ne dort pas ». Alors qu'en fait, cet enfant-là, il suit des cycles de sommeil normaux d'un enfant de cet âge-là. Donc des fois, c'est juste un problème de connaissance. Après, ça peut être aussi des choses qui sont la plupart du temps en lien avec l'histoire familiale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les bonnes connaissances, on va dire, les connaissances à peu près fiables et puis récentes, on va pouvoir commencer à voir les choses un petit peu différemment, parce que si on a eu par exemple une grossesse difficile, on peut avoir tendance à beaucoup surprotéger l'enfant. On ne va pas s'en apercevoir au niveau psychomoteur, parce que du coup on va laisser un peu son enfant bouger, mais au niveau du sommeil, on va avoir tendance à accompagner, et à un âge où l'enfant est capable de le faire par lui-même, pas suffisamment lui faire confiance pour le laisser expérimenter par lui-même. Également présente Clémence Pernou, l'autrice de « J'attends un enfant et j'élève mon enfant », a quant à elle partagé son regard sur le rôle important des parents. Le rôle de parent, c'est d'accompagner ses enfants. C'est-à-dire, et vraiment un accompagnement, j'aime bien reprendre la posture de Catherine Dolto en Aptonomie. C'est vraiment un accompagnement, une présence juste, c'est-à-dire ne pas écraser et ne pas être complètement passif. Et donc vraiment, essayer de, à chaque instant, observer son enfant. Et s'adapter. Et alors ça, c'est quand même un des grands enjeux d'être parent, c'est de s'adapter à chaque instant. Parce qu'un enfant, à chaque instant, il nous challenge d'une nouvelle manière. Une journée qui aura donc permis aux parents de rencontrer chez Little Wonders plusieurs spécialités de la petite enfance, de la maternité et de la parentalité, afin d'obtenir des réponses concrètes aux questions qu'ils se posent au quotidien. Et tout cela dans la bienveillance et en douceur. À Monaco, la tradition a une nouvelle fois rassemblé de nombreux fidèles. La Fête Dieu, célébration chrétienne qui honore la présence du Christ dans l'Eucharistie, s'est déroulée hier dans la Principauté. Une édition particulière cette année, avancée à la veille du jour J afin de s'adapter au calendrier du Grand Prix. Gaëtan Lebrun et Hugo Comasa sont revenus sur les temps forts de cette journée. Entre héritage religieux et moments de communion, la Fête Dieu demeure un rendez-vous important pour les catholiques de la Principauté. Cette année, le programme a été adapté au calendrier monégasque. Cette tradition, plusieurs fois centenaire, continue de rassembler chaque année de nombreux fidèles autour de temps de prière, de partage et de procession. La Fête Dieu, c'est une fête qui remonte au Moyen-Âge, qui vise à honorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement, c'est-à-dire dans son corps et dans son sang, présent au milieu de nous. Et donc c'est une fête qui est fériée à Monaco. Depuis quelques années, on a greffé sur cette fête traditionnelle une fête du diocèse, où on invite différentes réalités du diocèse à participer, à faire des témoignages. C'est ce qu'on va avoir là dans cette première partie de cet après-midi. Et puis ensuite, tout le monde convergera vers la cathédrale où là aura lieu la messe célébrée par l'archevêque. À l'issue de la messe, la tradition s'est poursuivie avec la procession du Saint-Sacrement. L'hostie consacrée, portée dans un ostensoir, a traversé les rues de Monaco-Ville sous le regard des fidèles, venus nombreux participer à ce moment emblématique de la vie religieuse monégasque. La procession a marqué 2 temps d'arrêt,
D'abord sur la place du Palais, puis devant la mairie. À chaque étape, un autel avait été installé pour la bénédiction du Saint-Sacrement. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont dédiées évidemment à l'ambiance Grand Prix qui a démarré avec les essais de F2 et F3. À suivre dans une poignée de secondes, la météo de Théo Schumer. Et juste après, votre émission Rencontre présentée par Yann-Anthony Noguès avec comme invité le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre. Demain, à la présentation, Patricia Navarro. Quant à nous, on se retrouve lundi à 19h. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo de demain. Une météo qui sera plus clémente qu'aujourd'hui, moins de nuages, mais un climat un peu plus lourd. Vous aurez du soleil matin, midi et soir avec seulement quelques passages nuageux au programme en milieu de journée notamment, mais rien de bien méchant. Pour ce qui est des températures, elles seront globalement identiques à aujourd'hui avec 19 degrés en matinée et jusqu'à 22 l'après-midi. L'humidité sera quant à elle un petit peu plus élevé. Cependant, ce vendredi 5 juin, nous fêterons à la fois les Boniface et les Igor et ce sera la journée mondiale de l'environnement, un moment de sensibilisation parmi tant d'autres, ici en Principauté comme vous le savez. Excellente soirée sur Monaco Info et très bon week-end de Grand Prix.